Vous avez une quatrième garantie, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la garantie contractuelle de droit commun. Euh, on ne rentre pas dans la garantie décennale parce que les désordres ne rendent pas impropre l'ouvrage à sa destination et ne rentrent pas effectivement dans le cadre des deux conditions, c'est-à-dire qui compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni l'impropriétude. On n'est pas dans de la décennale. On n'est pas dans de la garantie de bon fonctionnement, ou en tout cas on l'a passé. Dans ces cas-là, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, c'est-à-dire qu'il vous doit, même si on n'est pas dans l'impropriétude et dans la non-conformité, enfin dans le fait que ça compromet la solidité de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la décennale, il a cette garantie contractuelle, c'est-à-dire comme tout le monde est responsable des faits qu'il commet. Là, le problème, c'est que très souvent, alors moi j'ai des clients qui sont des gros intervenants sur des chantiers industriels ou des choses comme ça, qui désormais s'assurent contre la garantie, sur la garantie responsabilité de droit commun contractuel, mais tous les entrepreneurs ne sont pas garantis parce que ça coûte cher et parce que finalement derrière c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc beaucoup s'en affranchissent et donc ça veut dire que là vous allez effectivement engager une action en responsabilité contre votre constructeur. Il sera condamné ou pas en fonction des désordres qui ont été relevés dans le cadre de l'expertise, etc. Mais vous aurez une décision de justice qu'il faudra exécuter contre ce constructeur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Il y a la problématique de la solvabilité de ce constructeur. Alors, si vous êtes face à un gros, il n'y a pas de difficulté. Si vous êtes face à un petit artisan ou un petit constructeur, il peut aussi mettre la clé sous la porte, être déclaré en liquidation judiciaire. Vous déclarerez votre créance à la liquidation judiciaire, mais rien n'est moins sûr sur le fait de savoir si vous récupérez vos dommages et intérêts et le financement pour pouvoir remédier au désordre et pouvoir, là encore, réparer les dommages. Donc, vous avez bien compris, aujourd'hui, la souscription des assurances obligatoires, la vérification que les assurances obligatoires ont bien été souscrites et la vérification que la dommage ouvrage a bien été souscrite est quelque chose qui est essentiel dans le cadre de la réparation des malfaçons dans les travaux de construction. Je terminerai simplement en vous disant que vous avez, dans le cadre de la saisine du tribunal, deux voies ouvertes. La première, c'est l'action en référé pour, en général, solliciter une expertise pour essayer de savoir qui est responsable, quels sont les désordres qui sont relevés et qui en est la cause, s'il y a eu plusieurs intervenants, et pourquoi, et surtout de demander à l'expert ses préconisations pour remédier à ces désordres, parce que souvent, l'entrepreneur qui vous a fait des travaux qui ne sont pas conformes a perdu votre confiance et vous n'avez pas forcément envie que ce soit lui qui vous préconise les solutions pour remédier au désordre qu'il a lui-même créé. Et donc, il est toujours plus aisé de passer par un expert indépendant. Cet expert judiciaire, ça coûte de l'argent. Vous avez effectivement derrière, en plus, l'obligation, si vous n'êtes pas sous une protection juridique, en général, d'avancer les fonds de cette expertise. Et en fonction des résultats de l'expertise, on aura en parallèle assigné au fonds pour demander la condamnation de l'entrepreneur de manière définitive à remédier au désordre qu'il a causé. En fonction du montant des dommages, ça peut être un tribunal ou l'autre de compétent, vous savez, en fonction de si c'est supérieur à 10 000 euros ou pas. Donc, vous avez là aujourd'hui tous les éléments pour savoir ce qu'il faut faire en cas de désordre. Sachez simplement, ça c'est pas dans les textes, mais c'est ce qu'on voit de plus en plus devant les tribunaux, les assurances peuvent aussi faire des expertises. Alors, ce sont des expertises qu'on appelle amiables puisqu'on est hors cadre judiciaire. Mais aujourd'hui, les experts judiciaires sont débordés. Les expertises durent très longtemps. Elles sont coûteuses. Et si on peut faire intervenir en amont les assurances pour au moins, parce que les assurances
vous assure, mais elles ont aussi entre leurs mains des experts d'assurance qui sont là effectivement pour essayer de savoir qui a causé les désordres et quelles sont les possibilités d'y remédier. Ce qui vous permet d'avoir un rapport amiable en amont qui pourra être débattu dans le cadre éventuellement d'un procès judiciaire et éviter cette expertise judiciaire, sauf bien sûr si l'impartialité de la personne qui a réalisé l'expertise amiable est remise en cause. Mais dans ces cas-là, vous retournez un petit peu finalement la charge de la demande. C'est que c'est l'entrepreneur qui sera plus enclin à demander une expertise et ce sera du coup à ses frais avancés et vous n'aurez plus à les avancer. Donc effectivement, après, tout est affaire d'opportunité et d'étude du dossier en fonction de savoir il est préférable d'abord de passer par une expertise amiable ou pas. Voilà, et j'en ai terminé en espérant avoir répondu à vos questions. Et si vous en avez d'autres, je suis à votre disposition. Merci maître. Donc maintenant, on va passer sur la deuxième partie. Donc si vous avez des questions plus précises sur des cas individuels, vous n'êtes pas obligé, mais n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. En attendant, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité d'envoyer un mail au cabinet d'avocat pour avoir des réponses plus précises par écrit. Mais là, on peut échanger. Tiens, il y a Cécilia qui veut prendre la parole. Je te laisse, Cécilia. Oui, moi j'avais une question qui n'est pas particulièrement liée à un cas personnel, mais vous avez dit qu'il y avait une obligation de résultat, mais est-ce qu'il peut y avoir une problématique au niveau des frais qui sont demandés par l'entrepreneur si, pour arriver à ce résultat, il demande une enveloppe supplémentaire ? Alors, j'ai pas bien compris la question. Je vais la reformuler. Vous me direz si j'ai bien compris. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand je parle d'obligation de résultat, c'est qu'il doit vous livrer les travaux que vous avez commandés conformément aux règles de l'art. Mais pas conformément au devis qu'il vous a fait, par exemple, en termes de prix. Ça peut vous parlez des travaux supplémentaires. Non, de travaux qui concernent ce qui a été demandé à l'entrepreneur, qui ont été estimés à un certain montant et que l'entrepreneur peut avoir éventuellement du mal à réaliser dans le montant qui a été convenu et qui demande Il est professionnel, c'est à lui de gérer son devis, il est tenu contractuellement par son devis. Ok, mais très bien, mais... Non, mais ce que je veux vous dire, alors attention parce que là encore, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que très souvent, c'est la loi de l'offre et la demande. La problématique, c'est que les clients veulent payer le moins possible et l'entrepreneur, lui, a besoin aussi pour vivre d'avoir une marge et de pouvoir effectivement vivre de ses travaux. Donc la problématique, c'est que vous pouvez avoir, je vous donne un exemple de travaux, par exemple de peinture, où l'entrepreneur va vous dire, pour moi, vu la nature de vos murs, il faut poncer, il faut enduire, il y a 2 sous-couches minimum, 3 couches, enfin, peu importe. L'entrepreneur va vous dire, voilà les préconisations et voilà le devis. À partir du moment où vous dites, moi, en fait, je veux enlever une sous-couche, je veux enlever ceci, je veux enlever cela, et que derrière, le résultat que vous attendiez n'est pas celui-là, mais il vous a prévenu en vous disant si vous retirez des prestations, vous ne serez pas satisfaite parce que vous verrez, ce ne sera pas parfait, etc. À partir du moment où il a rempli son obligation de conseil et qu'il vous a prévenu, là, vous ne pourrez rien dire. Oui, mais si c'est quelque chose qui n'est pas prévu, comme par exemple le mur est en béton alors qu'on pensait qu'il était en placo, Ça, c'est des travaux supplémentaires. Normalement, un entrepreneur qui fait correctement son travail vous fait un devis en disant sous réserve de ce que l'on trouve. Parce que, par exemple, il va pouvoir vous dire, pour la réfection des murs, votre mur a l'air sain, donc voilà combien je vais vous prendre. Et en fait, en enlevant le papier peint, on se rend compte que tout est pourri, tout est humide, etc. Et donc, il va se rendre compte que ce qu'il vous a préconisé, c'est pas la bonne solution. On a parfois des surprises. Ok. Pareil, je vous donne un exemple parce que c'est des exemples qu'on a très souvent. L'entrepreneur, vous lui demandez
poncer et vitrifier un parquet qui est sous moquette, et au moment où il est passé, il n'a pas pu déposer la moquette. Au moment où il dépose la moquette, il se rend compte que la moquette, finalement, elle était collée sur le parquet et qu'elle a complètement désagrégé le parquet. Là aussi, par exemple, il va peut-être être soit enclin à être, enfin, il va être obligé de vous proposer de reposer un nouveau parquet parce qu'il est complètement détruit au moment de la dépose, soit il va vous dire que ça nécessite des travaux supplémentaires. On a toujours des surprises. Mais il faut qu'il ait réservé tout cela, parce que s'il ne l'a pas réservé, à mon sens, il est tenu par son devis. J'entends plus personne. Merci en tout cas. Ah, d'accord. Il y a plein de questions d'un coup là. Oui, ben voilà. Donc Caroline, soit ça entraîne l'engouement, soit j'ai pas été du tout claire dans ma présentation des faits. Non, je pense pas. Caroline Dupin, tu peux poser ta question? Je n'entends pas. Non. Comme ils ont coupé leur micro. Non, là, le micro n'est pas coupé, donc c'est bizarre. Ah. On va passer à Egoun. Egoun, tu peux prendre la parole, on reviendra sur Caroline après. Ça marche, merci. Oui, on a plein de questions, notamment sur ce que vous avez évoqué. Moi, j'ai fait des travaux de rénovation dans un appartement sur lequel j'ai un devis. À la fin, ça s'est plutôt mal passé avec l'entrepreneur puisqu'il a mis beaucoup de temps et on n'a pas eu ce fameux document des réserves en fait. Il n'y a pas eu de réception? Bah non. C'est problématique parce que ça fait pas courir les garanties. Alors, de deux choses l'une, soit vous rappelez l'entrepreneur pour réceptionner votre chantier, soit vous avez la possibilité, si des désordres apparaissent, de demander une réception judiciaire, enfin que le tribunal prononce la réception. C'est peut-être un petit peu lourd ça, mais ouais, je vais demander à l'entrepreneur. C'est lourd, mais par contre, moi, j'insisterai auprès de l'entrepreneur et c'est aussi son intérêt, parce qu'à partir du moment où il ne signe pas le procès-verbal de réception, alors vous avez aussi derrière des réceptions par prise de possession, c'est-à-dire qu'on estime que vous êtes rentré dans les lieux, vous n'avez pas fait de réserve, c'est qu'en réalité, vous avez réceptionné tacitement les travaux, mais souvent les assurances préfèrent avoir ce PV de réception et c'est toujours mieux de l'avoir entre les mains. D'accord, parce qu'aujourd'hui, ma problématique, elle va se situer sur un défaut, j'ai l'impression, de peinture. Ouais. Donc je voulais. Alors attention parce que de toute façon, il faut dire à l'entrepreneur que c'est son intérêt parce que lui, il faut qu'il soit sûr d'être pris en charge par son assurance. Et très souvent, à l'égard des constructeurs, les assurances sont très embêtantes. Nous, quand on est sur des gros chantiers, c'est la première chose qu'ils nous demandent, PV de réception et levé des réserves. S'il veut pas le faire. Je fais intervenir. De toute façon, vous démontrerez qu'il y a eu une réception, que le chantier s'est terminé, que vous avez payé le solde de la facture. Mais si vous voulez, c'est toujours plus problématique. Moi, je préfère toujours avoir ce procès-verbal de réception qui fait courir les garanties. Okay, merci. Alors, par contre, attention, on n'est pas dans de la décennale sur la peinture. La garantie décennale, elle jouera pas. Vous serez soit sur la garantie de parfait achèvement, soit sur la responsabilité contractuelle sur de la peinture. Non, mais on a récupéré le bien il y a à peine 5-6 mois. D'accord. Mais c'était quoi? Vous avez réhabilité votre appartement, c'est ça? Oui, rénovation. Ok. Non, mais c'est toujours mieux. Vous aviez aucune réserve à faire quand vous avez réceptionné? Et vous les avez faites on s'est pas entendu parce que pour un appartement, il a mis un peu plus de 6 mois pour faire les travaux. Donc à la fin, j'ai fini par prendre les clés et de dire qu'on arrêtait là. C'était pas possible pour moi. Ah, vous avez résilié. Bon, après, il faudrait. On pourra peut-être en parler.
Oui, je veux pas. Non, parce que c'est assez spécifique, parce qu'en fait, ça lève plein de questions. Est-ce que, du coup, c'est une résiliation pour défaut d'obligation du constructeur, et donc, peu importe qu'il y ait un PV de réception ou pas, puisque la garantie peut jouer, ou alors, derrière, je me posais la question d'ailleurs, est-ce que dans le devis que vous aviez signé, il n'y avait pas une obligation de tenir des délais et des pénalités en cas de non-respect des délais? J'ai pas vu de délai dans le devis. Normalement, je me suis peut-être fait. Non, mais le problème, c'est ça. C'est, en fait, en matière de bâtiment, il y a tout. Il y a de tout. Le devis, bien évidemment, ça tient contractuellement l'entrepreneur. Normalement, joint à ce devis ou en verso du devis, vous avez ce qu'on appelle des conditions générales. Non, où il y a les obligations de l'entrepreneur. Ça s'appelle des CGV, c'est conditions générales de vente. Je pense pas que ce soit un entrepreneur très professionnel. Mais en tout cas, si vous avez des questions un peu plus techniques et précises, on pourra en discuter effectivement dans le cadre des échanges avec le CSE sur notre boîte mail dédiée, et on vous répondre plus précisément à votre cas. Mais ça lève beaucoup de points en fait. Votre question est très intéressante et il faut vraiment faire attention. Merci. Donc, j'en profite, je rappelle l'adresse accueil@emera-avocat.fr. Avec un S, ouais. Avocat au pluriel. Ouais. N'hésitez pas. Donc, je vais réessayer Caroline si tu as du son. Oui, elle lève la main. Ouais. Oui, mais il faut qu'on l'entende. Caroline, ça n'a pas l'air de passer en fait. Il y a un problème de micro, je pense. Sinon, et elle peut pas écrire sa question dans le cadre des échanges. C'est ce qu'on va lui demander, d'écrire la question, et on va passer à Bruno le temps de. Oui, monsieur. Bonjour, maître. J'ai deux questions assez rapides concernant des travaux de rénovation. En l'occurrence, le premier concernant des travaux de clôture, en l'occurrence, un changement de portail et de grille. Et les défauts ne sont pas apparus tout de suite. Donc, j'avais demandé tous les documents décennales et autres, mais ils sont arrivés dans un second temps. En l'occurrence, une oxydation liée à des pluies qui sont arrivées dans un second temps. Et il y a de fortes probabilités que l'oxydation augmente et tout simplement le portail, on va dire, se dégrade de façon prématurée. Est-ce qu'il y a des articles sur lesquels on peut se reposer? Est-ce qu'on est dans le cadre de la décennale? En fait, il faut voir quelle est la nature des désordres. La décennale, je vous dis, il y a ils ont été réceptionnés quand, vos travaux? Les travaux, ils ont été réceptionnés, c'était l'année dernière. Donc, vous êtes plus dans la garantie de parfait achèvement? Si j'y suis, ça doit être limite, il faut que je reprenne, sinon c'est garanti. Parce que pour moi, je ferai déjà jouer la garantie de parfait achèvement si vous êtes encore dans l'année de réception, en disant voilà les désordres que je constate, photo à l'appui, merci d'intervenir sans délai. Et je saisirai si vous êtes en limite de délai, je saisirai le juge à titre préventif, sachant que sur la décennale, la problématique, c'est que il faut que ça compromette la solidité de l'ouvrage ou que ça le rende impropre à sa destination. Encore une fois, on a de tout. On a des experts qui ont tendance à essayer de faire rentrer les désordres qu'ils constatent dans ce cadre-là, puisque c'est une garantie obligatoire et qu'on est sûr que derrière les assurances vont payer la réparation des dommages. Quand on est dans la garantie contractuelle, je vous ai dit encore, c'est sous réserve de la solvabilité de l'entreprise, etc. Donc on n'est plus avec des assurances et on n'est plus tellement sûr d'être payé. D'accord. Donc voilà, mais en tout cas, vous avez cette garantie de parfait achèvement qu'il faut mettre en route très rapidement. D'accord. Et très rapidement, la deuxième question, c'est un peu lié à la même chose, cependant sur la toiture. Des travaux qui ont été faits il y a 4 ans et avec finalement une coulure qui provient de cette toiture et qui tombe sur le ravalement. J'ai mis 1 an après de diverses relances à le faire venir, il est revenu. Et malgré ça, le défaut n'est pas réparé puisque de nouvelles coulures apparaissent. Aujourd'hui, ma question surtout, c'est est-ce que dans ce cas-là, je peux solliciter mon assurance habitation qui prendra éventuellement le relais avec sa décennale ou pas du tout?
Alors, de toute façon, moi, je solliciterai mon assurance habitation, ne serait-ce que pour qu'il y ait un expert qui se déplace et qui constate les désordres. D'accord. Ensuite, elle vous dira si pour elle, ça relève de sa garantie ou si ça relève de la garantie. Par contre, ils se mettent pas en général, ils se mettent pas comment dire, en rapport l'une et l'autre. Hein. C'est à vous de faire les démarches derrière. Ok, très bien, merci Au beaucoup. niveau de la décennale, mais normalement la décennale, je le dis parce que pour ceux qui assistent là à la conférence, je sais que c'est pas forcément évident, mais l'attestation de garantie décennale, il faut l'exiger à la signature du devis. Pour que vous connaissiez, vous, l'assurance décennale de votre entrepreneur qui est intervenu. Et si je peux me permettre même, c'est regarder la qualité de l'assureur derrière, parce que quelquefois, il y a des assureurs exotiques. C'est ça, oui. Merci. Des assurances qui ont pignon sur rue, c'est toujours plus agréable. Merci, maître. Merci. Donc, je vais lire sauf si Caroline a le micro, mais ça semble être compromis. Concernant le délai de la décennale, actuellement, l'assureur du constructeur me fait une offre de regellement, mais qui ne comprend qu'une partie des travaux. La décennale arrive à échéance dans 4 mois. Est-ce que cette proposition acte la responsabilité du constructeur ou non? Dans la mesure où je n'accepterai pas cette proposition dans l'état, l'assurance joue vraisemblablement le temps. Si c'était assez clair. Pas trop, mais ce que je comprends, c'est qu'on est dans le cadre de la garantie décennale et pas de la dommage ouvrage. Ça me paraît. Et donc, c'est l'assurance qui amiablement fait une proposition. Parce qu'en général, les propositions amiables par les garanties décennales, c'est sans reconnaissance de responsabilité. Hein. Je ne sais pas si c'est précisé dans la question. C'est dommage que je puisse pas entendre ce qu'elle dit, Madame Dupin. Mais est-ce que cette proposition acte la responsabilité du constructeur ou non? C'est bien la question en fait. Ouais, le problème c'est qu'il faut que je vois comment elle est rédigée. Ouais. Je peux pas vous répondre comme ça. Et je vous le dis parce que moi très souvent il n'y a pas de dommage ouvrage. Il n'y a pas de dommage ouvrage. Non, il n'y a pas de dommage ouvrage. D'accord. Parce que si vous voulez, moi très souvent, dans le cadre des garanties décennales, je peux faire des propositions amiables, mais c'est sans reconnaissance de garantie en disant bon bah voilà, vous invoquez des désordres, pour moi c'est pas moi, mais pour en terminer amiablement, voilà ce que je vous fais comme proposition. Donc ce n'est pas forcément une reconnaissance de responsabilité. Ça dépend comment est formulée la proposition. Et la garantie décennale, elle expire dans 4 mois. Moi, je ferai suspendre la prescription. Je ferai suspendre la prescription le temps de trouver un accord. Rien n'empêche d'effectivement saisir le tribunal en fonction du montant des travaux, en disant voilà, c'est une assignation que je fais à titre conservatoire, mais là, pour moi, vous êtes en train de jouer la montre. Parce que j'ai compris qu'en plus c'était sur une première phase uniquement. Sur une partie, ouais, j'ai cru voir sur une partie des travaux, mais plus de 100 000 € de travaux quand même, hein, donc c'est une grosse partie. Ouais, mais j'ai compris qu'il y avait plusieurs phases de travaux. 3 phases. Alors, ce sera peut-être plus simple dans ce cas-là, Caroline, d'envoyer un message pour prendre contact avec Maître Haro. Oui, alors parce que j'ai cru que c'était un des mails qu'on avait reçu dans le. Et le problème, c'est que je peux pas ouvrir mes mails. Mais je crois pas parce que il y avait une dommage ouvrage dans les questions et il me semblait y avoir répondu. Apparemment, il y a un mail qui a été envoyé. S'il a été envoyé hier, c'est sûr, c'est un peu court. Ouais, c'est un peu. Si, je l'ai vu en amont. Oui. Donc le problème, c'est que oui, si c'est ce mail ce que j'avais lu et c'est ce que je disais hein, quand vous acceptez une proposition, derrière vous avez plus de recours, vous renoncez à vos recours. C'est ce que j'avais indiqué dans le cadre et c'est vrai que du coup aujourd'hui ça me paraît délicat d'accepter la proposition.
sauf à encadrer le fait que cette proposition n'intervient que pour l'indemnisation d'une phase et pas des autres phases. Il faudrait vraiment cadrer l'acceptation de la proposition. Le problème, c'est que je vous cache pas, on a ce problème systématique avec les assurances, c'est qu'ils ont en fait des propositions et des protocoles types, et dès qu'on veut un peu aller au-delà et vous garantir, ils n'acceptent plus. Donc là, effectivement, c'est une question spécifique où vous avez 3 phases. Il faut que vous vous assuriez que si la proposition qui est faite et qui vous convient pour la première phase ne concerne que la première phase sans renonciation au recours sur les autres phases, là, dans ces cas-là, vous pourriez l'accepter. Mais encore faut-il que cette proposition soit encadrée et qu'il soit bien précisé que vous renoncez à vos recours sur cette phase-là. Non, elle ne me convient pas. Donc déjà. Oui, bah alors, mais de toute façon, si la proposition d'indemnisation convient pas, il faut aller au judiciaire. Hein. C'est l'expert qui constatera les désordres et on chiffrera. Ça se chiffre devis de reprise à l'appui, etc. Ok. Parce que moi, j'avais compris en fait dans le mail que c'était que elle pouvait pas accepter la proposition parce que elle n'aura plus de recours possible. Je pense que pour ce cas très spécifique, et je pense que c'est important quand même de prendre contact. Pour être sûr de la procédure. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on arrive. On arrive au bout de la conférence. Hein.